Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch, le nouveau média franc-tireur. Bonjour. Éric Verhaeg, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Alexia Germont, bonjour, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Bonjour à tous. Évidemment, nous allons parler de Dijon, de ce qui s'est passé durant 4 jours pendant lesquels il n'y a pas eu beaucoup de réactions de l'État, dérives communautaires et racistes, comme le dit le procureur. En tout cas, une vraie question sur ces armes, ces kalachnikovs, ces fusils d'assaut qu'on a pu voir sur les différentes vidéos. Irez-vous manifester avec les soignants? Vous les avez applaudis tous les soirs à 20h. Ils sont aujourd'hui dans la rue pour réclamer que soient appliquées les mesures qu'ils demandent et puis travailler davantage. Oui, mais comment? Nous allons parler de tous ces sujets. Alors, commençons peut-être un petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer avec Jean-Luc. Oui, ce qui a retenu mon attention, c'est un peu décalé, mais pas totalement. C'est la fermeture, aujourd'hui en tous les cas, de l'usine de recyclage de papier de la Chapelle d'Arblay. On a mis des années en France à mettre en place ce genre d'usine de recyclage. Elle existe depuis les années 80. Avant les années 80, il n'y avait pas de recyclage papier en France. Et cette usine, depuis... ça fait presque 1 an maintenant, cherche un repreneur. Elle marche bien, hein, ça tourne, c'est 800 emplois avec les emplois induits. Voilà, c'est incompréhensible, totalement incompréhensible. Elle ne retrouve pas de repreneur pour l'instant. Voilà, c'est plus qu'utile, chacun le sait. Hein. Même si on vend moins de papiers journaux aujourd'hui, on sait en regardant nos boîtes aux lettres que les papiers publicitaires, par contre, ça marche très bien. Donc voilà, c'est assez... voilà, c'est vraiment un coup de gueule. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore de repreneur par rapport à cette usine. D'accord, oui. Qui veut réagir, Eric? Pourquoi les écolos qui sont toujours très prolixes en matière de leçons de morale données aux autres, pourquoi ils ne passent pas à l'application en montant une SCOP ou une coopérative pour reprendre l'usine? Ça nous donnerait l'occasion de voir combien c'est facile de créer une entreprise. C'est une possibilité, mais justement, puisque vous en parlez, puisque tu en parles, il vient de se créer Railcoop, une grande entreprise, une entreprise coopérative qui veut remettre... Qui veut relancer Bordeaux-Lyon en train. Merci beaucoup, je vois que tu suis, c'est vachement bien. En 7 heures de trajet. Voilà. Et voilà. Et donc, oui, mais ça, on s'en fout. Si c'est des trajets de nuit ou des trajets, c'est tout très utile. C'est une bonne idée, effectivement, de faire des coopératives et de faire ce qu'on appelle de l'économie sociale et solidaire. Très bonne idée. Enfin, ils font appel à des fonds capitalistes, néanmoins, pour pouvoir se développer. Non. Ce ne sont pas des fonds capitalistes. Ils font appel à des fonds. J'ai moi-même participé au financement. Ce n'est pas des fonds capitalistes. Ils font appel à des fonds qu'on appelle sociaux et solidaires. Il y a pas d'actionnaires, nous sommes sociétaires. Oui, Alexia Germont. L'argent reste quand même le nerf de la guerre. Ah bah oui, évidemment. Ça, oui, c'est pas vrai qu'il veut dire le contraire. Non. Nicolas Vidal, votre coup de gueule? Alors moi je vais remonter un peu à quelques semaines, cher Valérie. Je vais reparler rapidement de la loi Avia parce que le confinement finalement on n'a pas tant parlé que ça. Et moi mon coup de gueule cette loi Avia c'est un peu le bâillon en soi que les grands médias, notamment de télévision, ont occulté. Donc on a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes sur les réactions de Trump envers Twitter. On a aussi pour certains accusé Orban finalement de cette loi d'urgence sanitaire. D'ailleurs au passage qui a été aboli, enfin qui a été supprimé récemment. Par contre la voix d'éditorialiste turiféraire sur la loi Avia, on n'en a pas beaucoup entendu parler. J'estime que ça pose un gros problème comme média indépendant que je dirige, et elle pose d'énormes problèmes cette loi Avia pour la liberté de la presse, même pour la pluralité du mouvement, même si c'est contre les messages haineux. Aujourd'hui, on ne connaît pas le périmètre d'adaptation et c'est très très compliqué aujourd'hui à voir quel va être l'avenir avec cette loi Avia et peut-être d'autres mesures qui pourraient être prises sur la libre expression. Voilà un peu mon coup de gueule de la matinée pour ce début d'émission. Mais il y a eu quand même beaucoup de voix qui se sont élevées contre cette loi Avia. Hein. Moi, j'ai au contraire pas entendu beaucoup de gens qui la défendaient, en tout cas dans cette émission. Moi, je parle sur les grands médias. Grands médias, des grandes chaînes. Nous sommes un grand média. Oui, mais je sais, mais sur les grands médias, les chaînes info, j'ai dit. Les chaînes info, j'ai précisé. Les chaînes info. Eric, c'est un coup de cœur. Oui, moi, vous savez que je ne fais que des coups de cœur. Je suis un homme de cœur. Et je voulais souligner une info qui est passée inaperçue, à savoir qu'IKEA, la grande chaîne de
de mobilier que tout le monde connaît bien, la chaîne suédoise, est en train de négocier avec 9 États qui lui ont délivré des aides publiques pendant le confinement pour rembourser les aides que IKEA n'a pas utilisées. Je voudrais saluer quand même le civisme fiscal d'IKEA et dire que je pense que beaucoup d'entreprises en France adoreraient pouvoir faire la même chose. Et elles le feraient si elles avaient le sentiment que l'État était un partenaire fiable et qui ne change pas les règles du jeu au gré du vent. Ce qui manque probablement dans ce pays, c'est un civisme collectif, mais c'est l'État qui doit donner l'exemple en ne changeant pas en permanence ses positions, en disant un jour je vous aide, ah ben je vous aide pas, ah ben on va faire comme ci, puis on va faire comme ça. Le pataquès qu'on entend aujourd'hui sur le chômage partiel. Alors moi, je pense qu'il faut dézombifier l'économie en supprimant le chômage partiel rapidement, mais dès lors qu'on fait le choix de maintenir le chômage partiel, il faut que les règles soient claires et soient connues à l'avance. Et si on a un président de la République qui dit une chose, le ministre de l'économie qui dit l'inverse, il est évident que les entreprises sont obligées de se méfier des changements de pied incessants de l'État et ne peuvent pas avoir de civisme fiscal par précaution pour éviter les mauvaises surprises. Ouais. Un commentaire, Olivia Germont, sur ce que vient de dire Éric Alexia, ça ira. Pardon Je dis Alexia, ça ira, et non pas Olivia. Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Alexia. C'est sûr qu'on a un certain nombre d'entreprises qui seraient très, très volontaires de pouvoir avoir cette même action finalement exemplaire. Et je rejoins l'idée d'Éric, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même très vite repasser à un marché dézombifié pour savoir ce qu'il en est vraiment finalement de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et pouvoir rebondir plus rapidement maintenant et aller de l'avant. Et justement, il y a une phrase que j'aime bien dans votre propos, Éric, quand vous dites l'État doit être exemplaire, ça rejoint un peu l'idée que j'avais moi sur mon coup de gueule. C'est l'État doit être exemplaire également sur la partie démocratique. Et j'aimerais juste souligner qu'au moment où tout le monde se réjouit de ce déconfinement total, sur la partie électorale, on est quand même à 2 semaines des élections municipales. Moi, je regrette vraiment beaucoup, par exemple, que l'on n'ait toujours pas l'opportunité de pouvoir faire des rassemblements pour expliquer les programmes, tout ça est encore cadenassé. Il n'y a déjà pas de campagne électorale pour intéresser tout simplement les citoyens qui doivent venir se positionner, même si c'est pour mettre un bulletin blanc, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est totalement dans une phase qui n'intéresse pas les citoyens sur le terrain. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus d'audace, même si elle est raisonnée, mais d'audace de la part de l'État pour permettre de faire circuler la parole démocratique plus largement. Alors, on peut se rassembler. Oui, on peut se rassembler maintenant. On peut se rassembler maintenant en faisant attention aux gestes de sécurité, mais on peut se rassembler maintenant. C'est totalement autorisé. Ça se voit d'ailleurs par le Conseil d'État toutes les semaines, dans la rue. Non, mais pas par le gouvernement. Parce que pour l'instant, mais pas par le gouvernement. Il a raison, Éric. Mais non, mais le gouvernement vient de dire le pour et son contraire, comme à chaque fois. Mais c'est le Conseil d'État, Jean-Luc. C'est le Conseil d'État qui saisit sur la base d'une action en référé. Oui, j'ai bien entendu, merci. Mais je me doute que vous avez entendu, mais peut-être vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout de ma phrase. Ça permettrait aussi d'avoir un propos plus clair. Je dis simplement que dans le cadre des prescriptions extrêmement précautionneuses qui ont été demandées par le gouvernement dans le cadre des élections municipales aujourd'hui, il y a moins de facilité, et d'où mon coup de gueule, il y a moins de facilité que si vous voulez aller manifester dans le domaine public en déclarant une manifestation et en étant autorisé par la suite. C'est tout ce que c'est le en même temps. C'est le en même temps qui a quand même une contrainte. Une conséquence, du débat public aujourd'hui.
Moi, j'avais un petit coup de gueule très conso et très personnel. Je profite honteusement de cette antenne et de ma position dominante pour pousser un coup de gueule. Hier, j'avais un problème. J'ai essayé d'appeler Transavia et Transavia vous dit votre appel sera surtaxé et payé 50 centimes d'euros après le bip. Or, après le bip, on vous dit pour parler en anglais, tapez 1, pour parler en anglais, tapez 2, si vous voulez ci, si vous voulez ça, bref, tout ça au bout de 50 secondes pour vous dire nos lignes sont occupées, merci de rappeler. Donc vous vous êtes fait taxer de 50 centimes, c'est 50 centimes, j'en conviens, mais c'est sur le principe. Et alors un sou est un sou. Non, mais c'est sur ces numéros surtaxés absolument insupportables. Et Philippe David a réagi en disant mais moi j'ai eu la même chose avec les impôts. Et alors il y a un nouveau truc aussi, et je mets nos auditeurs en garde, parce que pareil, un auditeur, enfin quelqu'un qui m'a répondu m'a dit mais il y a un site qui donne les numéros non surtaxés pour accéder à ça. Sauf qu'en tête de ces sites, vous avez un 118 618 qui lui est payant à 2,50 € l'appel plus 2,50 € la minute. Donc faites très attention de toutes ces arnaques de téléphone surtaxés, et je trouve pas normal qu'on doive payer un service qui ne vous est pas rendu. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est beaucoup moins. On pourrait aussi dire beaucoup de choses sur les cartes grises, Valérie, qui là est un service officiellement public et qui en réalité ne fonctionne pas. Et si vous voulez avoir une carte grise dans des délais à peu près humains, c'est-à-dire avant votre décès, il vous est vivement conseillé de passer par un site qui vous facture 30-40 € la démarche. Voire plus. Et on se dit, mais en réalité, l'État n'a supprimé aucun effectif pour confier à des fermiers généraux, c'est-à-dire à des particuliers, à des privés, des entreprises privées, le soin de délivrer le service public à sa place. Et c'est un scandale, puisque moi, ce que je demande, c'est qu'on me rembourse mes impôts si je dois payer 40 €, 50 € pour avoir une carte grise. Oui, non, mais c'est un vrai sujet. Et puis à signaler aussi qu'on a refusé de légiférer sur les appels qui empoisonnent la vie des gens pour proposer de l'énergie, des fenêtres, etc. Et voilà, je trouve que la protection du consommateur n'est pas faite en France et qu'il faudrait un secrétaire d'État à la consommation. Voilà, c'est dit. On se retrouve dans un instant. Voilà, bon. Écoutez, elle est très bien là où elle est, Marlène Schiappa. Elle fait très bien son boulot. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Dijon. Où est l'État? Comment peut-on tolérer en France de voir des gens armés de kalachnikov, de haches, de fusils d'assaut, et surtout d'attendre 4 jours avant que quiconque réagisse? Tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez André Berkoff ensuite. Ce qui s'est passé à Dijon dépasse l'entendement. Les images qu'on a pu voir de ces bandes s'affrontant tchétchènes contre des jeunes racailles et des mafias, des fusils à pompe, des kalachnikovs, des courses-poursuites. L'origine des incidents semble être l'agression le 10 juin d'un jeune tchétchène par un membre de la communauté maghrébine. C'est ce qu'a dit le procureur de Dijon. Il dit que c'est une dérive communautariste et raciste avec une expédition punitive de Tchétchènes. Toujours est-il qu'il a fallu 4 jours pour que l'État se décide à réagir, et que si ce n'avait été de ces vidéos, peut-être que ça continuerait encore. L'État obligé d'envoyer le RAID. On est absolument dans un état de sidération. Nicolas Vidal? Oui, c'est très inquiétant ce qui se passe à Dijon. Mais pour moi, c'est la libanisation heureuse de notre société, avec ces affrontements, ces scènes de guérilla. Vous l'avez rappelé, Valérie, ces images absolument incroyables d'armes de guerre. Enfin, en même temps, les armes de guerre, ça fait un petit moment que quand on commence à s'intéresser au sujet et qu'on parle avec les policiers, on sait que les armes de guerre sont déjà dans les cités. Mais là, on a au grand jour, finalement, cette fracture absolument incroyable de la France. Et vous l'avez dit, l'État met 4 jours à réagir. L'État aujourd'hui a envoyé, je crois, hier soir le RAID. Laurent Nunez sera après-midi à Dijon. Mais je crois, pour être là-dessus, pour faire une analyse un peu plus politique, j'ai l'impression aussi que c'est l'angle mort d'Emmanuel Macron, c'est le problème de communautarisme. Rappelez-vous, le grand discours sur la laïcité, on attend toujours ce grand discours sur la laïcité qu'il n'a pas fait, on le repousse en permanence, puis on l'a mis dans les cartons. Donc ceci, Emmanuel Macron ne l'a pas vu venir. La
l'a complètement occulté parce qu'il est vraiment dans des réformes économiques, essentiellement économiques, et il n'a pas compris qu'en France, il y a toute une série, ce que j'appelle moi la balkanisation de la France. Il ne le voit pas. D'ailleurs, venant de la banque Rothschild, c'est compliqué à le voir, mais je veux dire par là, c'est que c'est la déconnexion absolue. Mais aujourd'hui, cette affaire de Dijon, c'est la première grosse mèche, finalement, de ce que je le rappelle, de cette balkanisation de la France, où on voit ça au grand jour. Et vous le savez, avec les réseaux sociaux maintenant, on a vu des scènes absolument chaotiques à Dijon. Et là, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, parce que les fractures communautaires sont extrêmement profondes. Et très sincèrement, là, aujourd'hui, on avance un peu à vue, on navigue à vue, c'est un peu l'habitude. Claudine nous dit Dijon, c'est un petit chef-lieu. C'est incroyable de voir la désaffection de l'État sur les périphériques, ce que dénoncent souvent nos auditeurs. Non, Eric, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Eric Verhaeghe? Dijon n'est pas vraiment un petit chef-lieu. C'est quand même une grande métropole de province qui est pas très loin de Paris. C'est à 1h30 de Paris en train. Et c'est quand même l'ancienne capitale du duché de Bourgogne, qui était aussi puissant que le Royaume de France. Donc on ne peut pas dire que Dijon est un petit chef-lieu, si vous voulez. C'est pas Mâcon. Alors j'aime beaucoup Mâcon, mais c'est pas comparable. J'ai trouvé que ces scènes qu'on a vues, alors je vais d'ailleurs publier les vidéos les plus saisissantes de ce qui s'est passé à Dijon, puisque maintenant on a des séances filmées sur à peu près tout. J'ai trouvé assez amusant, si vous voulez, et je choisis le mot amusant à dessein. À dessein, j'ai trouvé assez amusant de voir que ceux qui défilaient dans la rue samedi pour dire tout le monde déteste la police et la police est raciste, ont été les premiers à dire mais que fait la police lorsqu'ils ont été victimes de règlements de compte interethniques, puisqu'en réalité ce qui se passe c'est qu'il y a des règlements de compte interethniques en France et que ceux qui considèrent le samedi que la police ne devrait pas s'en mêler sont les premiers le lundi à demander l'intervention extrêmement virulente de la police. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure démonstration à porter au fait que politiquement, il ne faut pas mollir face à tous ceux qui mettent en avant la colonisation et ses prétendus méfaits et le racisme pour dire nous, on veut une loi d'exception qui nous favorise. On voit bien que Christophe Castaner a été le premier à mettre le doigt dans cette espèce de bonne conscience bobo, quand il s'est à dire « Ah oui, c'est des Noirs et des Arabes, alors on ne va pas leur appliquer la même loi qu'aux Blancs ». Et on s'aperçoit 2 jours plus tard que les Noirs et les Arabes sont les premiers à demander un État fort et une police puissante et extrêmement interventionniste pour rétablir l'ordre. Et en réalité, démonstration est faite en 3 jours que le laxisme bobo et la culture de l'excuse ne mènent qu'au désordre et que les premiers à demander le retour à l'ordre, ce seront ceux qui aujourd'hui sont les principaux bénéficiaires de la culture de l'excuse, parce que la culture de l'excuse, elle n'aide pas les minorités, elle ne sert qu'à les enfoncer, à les appauvrir et à les fragiliser. Alexia Germont. Oui, après la culture de l'excuse, il y a aussi la culture de l'émotion, à laquelle on a beaucoup assisté la semaine dernière. C'est clair que tous ceux qui demandent en fait de désarmer la police ont bien compris, CQFD, que c'était simplement quelque chose qui était évidemment plus que contre-productif. Ce qui est très inquiétant, alors Nicolas, vous aviez raison, on sait très bien que les armes circulent dans les quartiers depuis longtemps. Ce qui est très inquiétant là et qui constitue certainement un point de rupture, c'est finalement le fait que les communautés assument d'affronter facialement, justement à travers des cagoules, souvent cagoulées, l'autorité de l'État de façon récurrente, puisque 3 jours de suite, c'est quand même très long, et que l'on a finalement eu des interpellations non pas pendant ces 3 jours, si la liste chronologique que j'ai faite est bonne, mais simplement au moment où on organise la réapparition de l'État la 4e nuit consécutive, c'est-à-dire le lundi, où là on arrive enfin à interpeller des individus. Et quand vous voyez qu'il n'y a à ce jour que 6 interpellations, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question du ratio par rapport au... il y avait plus d'une centaine de personnes organisées, 100 à 150 personnes qui sont arrivées en bande organisée. Donc on se dit quand même qu'il y a un ratio qui est très faible pour le coup sur ce sujet-là. Alors
ce que je voudrais relever aussi, je trouve, c'est la prise de parole de François Rebsamen, dont on se souvient la proximité avec François Hollande, qui vient aujourd'hui souligner le manque criant d'autorité de l'État, qui dit également, puisque la justice passe trop tard et que la police manque de moyens, eh bien les Tchétchènes se font justice à eux-mêmes. C'est quand même aussi une prise de position qui est pour le coup aberrante, quand on sait que dans ces quartiers aussi, il faut quand même avoir le courage de le dire, il y a eu aussi un certain laisser-aller quant à la gestion communautaire. Et en fait, c'est la démonstration par A plus B que quand on laisse cette notion de communautarisme se développer au quotidien, eh bien, on a tout simplement la mise à mal de la notion de république une et indivisible. Et ça, c'est une fragmentation. Vous parliez de balkanisation, mais il y a une fragmentation vraiment de l'unité de la nation qui est très préoccupante. À souligner. Allez, oui, allez-y, terminez. Pause. Oui, je finis là-dessus. C'est vrai que le grand discours sur la laïcité d'Emmanuel Macron, on l'attend toujours. À noter quand même que dans sa prise de parole, il a été, dimanche soir dernier, pour le coup, c'est la première fois où on l'entendait avoir des paroles très fortes sur les méfaits du communautarisme. On attend les actes et le discours. À suivre. Et puis Jean-Luc Benamias, vous aurez la parole. Et si vous voulez nous appeler 0826 300 300 pour réagir à ce qui s'est passé à Dijon, on vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Sur Sud Radio pour commenter l'actualité, on parle de ce qui s'est passé à Dijon. Donc Jean-Luc Benamias, on ne vous a pas entendu. On a une auditrice qui nous dit ce qu'on oublie de dire, c'est que ce sont en majorité des Français qu'on a vus à Dijon. Donc nous sommes en guerre civile. Et effectivement, j'ai vu même des Tchétchènes qui ont posté des vidéos. Ils parlent français, ils sont là, ils sont de la deuxième génération. C'est pas des Tchétchènes qui arrivent de Tchétchénie direct. Hein. On fait comme si on découvrait qu'il y avait des systèmes mafieux d'économie parallèle au sens pluriel du terme dans un certain nombre de nos cités. La surprise, c'est qu'effectivement, ça arrive sur Dijon. Mais bon, d'accord, très bien. Mais pour le reste, ces économies parallèles, alors ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça tombe juste après les 2 mois de confinement. Or, d'après ce qu'on peut en connaître, l'économie parallèle a besoin de se relancer puisqu'elle a été arrêtée pendant plusieurs semaines. C'est encore plus surprenant. J'ai trouvé ces images, comme tout le monde, absolument ahurissantes. Le retard à l'allumage de l'intervention policière. Alors, ne mélangeons pas l'intervention policière dans les manifestations publiques dans la rue et l'intervention policière par rapport à des gangs et à des systèmes mafieux. Ça n'a strictement rien à voir. La police normale par rapport à ces systèmes mafieux, elle est quasiment, elle est dans l'impossibilité d'agir. C'est le GIGN et le RAID qui doivent intervenir. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé non, mais attendez. Des jours, parce que, oui, mais enfin, le GIGN et le RAID, vous vous rendez compte, enfin, ça veut dire que la police aujourd'hui est incapable de réagir, est incapable d'arrêter ces voyous? Ah bah, d'arrêter les voyous qui sortent des kalachnikovs dans la rue, en pleine rue, oui, ça me paraît difficile pour la police nationale. Et encore plus pour la police municipale. Oui, mais quel constat vous faites de ce qui s'est passé Il y a des zones en déshérence dans la République, je ne suis pas le seul à le dire, ça se dit régulièrement, notamment sur Sud Radio. Il y a des zones en déshérence qui ont été largement oubliées, qui permettent à des bandes mafieuses, je le redis, des pseudo-gangs, de prendre le pouvoir pendant quelques jours. Ça ne dure pas très longtemps d'ailleurs, à un moment ils s'arrêtent, mais ils prennent le pouvoir pendant quelques jours. C'est atroce. Non, mais et que l'État ne réagisse pas, c'est-à-dire qu'il faille que ces vidéos sortent. Éric Vérac, c'est quand même aussi une faiblesse, un signe de l'État. Ben, attendez, moi je vais dire de façon très provocatrice le fond de ma pensée sur ce sujet, puisque vous le savez, j'habite un quartier mixte, oui. Et j'entends régulièrement des gens qui me disent « mais pourquoi tu ne déménages pas ?» Et ces gens qui me le disent sont des bons bourgeois parisiens. Et le sujet, c'est que nous sommes dirigés par une élite qui pratique un apartheid de bonne conscience. C'est-à-dire que l'élite au pouvoir
hein, et celle qui prend notamment les décisions de politique publique, ne va jamais dans ces quartiers, méprise ces quartiers et considère que ces quartiers sont des quartiers de relégation qui ne font pas partie du champ de l'intervention publique. Mais on le fait au nom de la bonne conscience, puisqu'on ne veut pas assumer qu'on aime l'apartheid, parce que l'apartheid, c'est mal. Donc, on nous explique que ah oui, mais ils n'y sont pour rien s'ils font tout ça et il faut être gentil avec eux et de toute façon, il ne faut pas intervenir. Et en réalité, ce discours du vivre ensemble, l'éloge de la diversité, ce n'est rien d'autre qu'un maquillage marketing d'un esprit d'apartheid. C'est-à-dire que tous ceux qui font l'éloge du vivre ensemble et de la diversité, tous ceux qui font l'éloge du métissage sont généralement des gens qui ne le pratiquent pas et qui font tout pour l'éviter. Et qu'en réalité, on vit sur cette imposture morale, ce pharisianisme qui consiste à faire l'éloge du bien, mais à pratiquer le contraire. Et aujourd'hui, on est en train d'en payer le prix, je le dis régulièrement sur vos antennes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on évite la confrontation qu'on ne l'aura pas. Et ça fait des années qu'on dit mais non, mais tout va bien se passer, vous allez voir, et puis on va éviter d'envoyer la police dans les quartiers, ça évitera d'avoir des voitures brûlées. Et à force de reculer, de toute façon, le mur devient de plus en plus haut à franchir, et à Dijon, on en a la démonstration. Et s'il n'y a pas une réponse extrêmement forte et déterminée de l'État pour rétablir l'ordre sur tout le territoire, de toute façon, ces confrontations seront de plus en plus régulières et de plus en plus violentes. Et ce n'est pas parce qu'on les fuira qu'elles vont disparaître ou qu'elles vont passer toutes seules. Alors, on a un auditeur en ligne. Bien provoque. Oui, non, mais on va y réagir, bien évidemment. On a Jean-Paul de Draguignan qui voulait réagir également. Bonjour. Oui, bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis de l'avis du dernier intervenant. Excusez-moi, je n'ai pas pu suivre. Éric Verhaeghe, ouais. Voilà. Et je voudrais dire, moi, que la cause de ce qui se passe, je m'en fous complètement. Je pense que ça fait trop longtemps qu'on laisse faire tout ça dans ce pays. Et petit à petit, ça prend une force et une ampleur inimaginables. Il faut bien que ces personnes se croient, comment dirais-je, ne souffrir d'aucune impunité pour se permettre ça. Je veux dire, que fait notre État, que font les dirigeants que l'on paie pour vivre aussi en paix dans ce pays? Voilà. Moi, à un moment donné, je m'interroge sur le sujet. Nous sommes des millions à nous lever le matin pour aller travailler, à payer nos impôts, des taxes, des charges, à éduquer nos enfants correctement, alors apprendre un peu le civisme, le respect des autres et ainsi de suite, pour être emmerdés maintenant toute l'année par ces gens-là. Non mais ça suffit. Moi je ne vous cache pas que si j'avais les moyens, je chercherais à partir en Hongrie peut-être, parce que j'en irai à la casquette de ce pays. On ne peut plus vivre comme ça. Les gens ont besoin de vivre paisiblement, pas avec toutes ces tensions qui commencent à fatiguer tout le monde. Vous verrez qu'un jour, ça sera nous qui serons obligés de descendre dans la rue, puisque l'État ne fait pas ce qu'il doit. C'est inacceptable. Dans ce que vous dites, il y a ce que disait Alexia Germont tout à l'heure, ce que vous évoquiez en creux, c'est les Tchétchènes se sont fait justice parce que la justice aussi, elle n'est pas là pour condamner, elle ne fait pas forcément son boulot. Les condamnations pour des agressions, si on pense aux jeunes marins, 4 ans de prison, il est déjà libre, son agresseur. Donc on se fait justice soi-même, ça va plus vite et on en est là. Une réaction à ce qui vient d'être dit, puis à ce que disait également Éric Verhaeghe. Je peux réagir, si vous voulez, Valérie. Moi, je pense que c'est une exonération absolue des lois de la République. Il n'y a pas de pacte républicain dans ces cités-là. Donc, on se fait justice soi-même. Parce qu'on n'a pas idée, à un moment donné, on va dire que c'est des guerres interethniques là-dessus. Et il n'y a plus de loi républicaine. Et deuxième chose, ce monsieur a raison à un moment donné quand il dit, à un moment donné, certains devront aller faire justice eux-mêmes. C'est inquiétant d'entendre ça, mais on va dire qu'on peut le comprendre. Parce que ça veut dire, regardez, tous les manifestations, je vais en reparler des Gilets jaunes. On a vu que l'ordre public, ça va être maintenu quand il fallait le maintenir. Et là, aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'on est cité, ça fait 4 jours que c'est le why, pour parler un peu vulgairement, pardon. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Finalement, nous, on ne peut pas manifester pour ça et ça. On est empêché. Regardez, je vais même aller sur les attestations. On devait avoir une attestation pour sortir du confinement. Sinon, on pouvait être passible de 135 € et au bout de 3 fois, c'était la garde à vue. Vous imaginez que l'État républicain, l'ordre public, quand il veut être respecté, il est respecté, ou du moins il est
imposé, pardon. Là, aujourd'hui, on a 4 jours d'émeute et finalement, au bout de 4 jours, on envoie le raid. Vous imaginez le raid, on n'a pas suffisamment souligné, on envoie le raid. Et je vais faire une comparaison, mais lisez ce que dit l'auteur très controversé Laurent Berton dans Guérilla. Aujourd'hui, ce qu'a écrit Laurent Berton dans Guérilla, qu'on soit d'accord ou pas, mais ça traduit ce qu'il décrit à des gens. Et pour rejoindre juste ce que disait notre auditeur, c'est vrai qu'on se souvient aussi pendant le confinement de cette information selon laquelle le ministère de l'Intérieur avait demandé aux policiers de ne pas trop aller déranger les quartiers. Donc il y a cette incohérence, totale, et on récolte ce qu'on a semé depuis des années, pas que Emmanuel Macron. L'incohérence, pardon. Jean-Luc Benamias. L'incohérence, j'en ai parlé juste avant, c'est la non-politique menée dans ces quartiers, dans quasiment toutes les villes de France, où les quartiers sont dans de grande pauvreté, avec une diversité culturelle et cultuelle extrêmement forte, parfois tellement forte qu'elle est d'ailleurs concentrée, et qu'on a strictement rien mis en place depuis près de 30 ans pour régler ce problème d'extrême pauvreté. Et arrive dessus, évidemment, un système, ou plutôt des systèmes mafieux, qui tournent aux gangs. On n'est pas encore à la situation américaine, mais ce qu'on a vu à Dijon n'en était pas très loin, même si c'était beaucoup moins coordonné qu'aux États-Unis. Vous savez comment ça se termine aux États-Unis, généralement, dans ces cas-là? La police ou les polices négocient avec les gangs pour que ça s'arrête, parce que les gangs, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une certaine tranquillité. On n'en est pas là en France, et j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais on n'en est pas loin. Oui, Alexia Germont. Oui, j'aimerais rajouter que peut-être sur les 30 dernières années aussi, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est qu'on a eu une approche extrêmement dogmatique du sujet. C'est-à-dire que parfois, on était soit sur du travail que social, sociétal, sur une réponse sécuritaire. On voit bien d'ailleurs l'erreur d'Emmanuel Macron lorsqu'il a balayé tout de suite le plan Borloo qui avait été suscité pour tout de suite être mis de côté. C'est une aberration et je crois qu'aujourd'hui, on devrait tous admettre que la seule façon d'arriver, en tout cas d'espérer pouvoir voir le bout du tunnel sur ce sujet-là, c'est d'avoir une réponse autoritaire forte, assumée, parce que c'est quand même une question d'autorité de l'État qui garde l'unité de la République, et travailler pour le coup avec du en même temps sur des questions sociétales qui aillent vraiment les mains dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut prendre toute la mesure, il faut vraiment cartographier extrêmement bien la pauvreté dans ces quartiers-là aussi, mais aussi les laisser aller des politiques communautaristes qui, pour parfois, il faut le dire aussi, pour des raisons électoralistes, ont été acceptées par un certain nombre de personnes et qui aujourd'hui nous explose à la figure. Et il ne faut pas oublier non plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est certainement l'illustration de l'état, déjà d'effritement de l'état dans lequel nous sommes rentrés dans le confinement et qui, de façon exponentielle, ressort au moment du déconfinement. C'est-à-dire qu'on est quand même entré, on l'a oublié, c'est-à-dire qu'on l'a intellectualisé, mais sans le vivre pour le coup. Alors que là, aujourd'hui, on est en train de voir, effectivement, dans des endroits qui étaient pas prévus, comme des zones d'explosion potentielle, parce que Dijon, en elle-même, c'est 150 000 habitants. La métropole à Dijon, c'est 250 000 habitants. 250 000 habitants, juste qu'on ait des ordres de grandeur, c'est Paris 15. Hein. C'est le 15e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement que je connais bien. Voilà, c'est juste pour donner les idées, finalement, de population. Et comme le disait Eric, c'est pas une petite ville. Je crois que c'est dans les premières 20 premières françaises. Donc, aujourd'hui, que ça arrive à Dijon, c'est un signal extrêmement négatif. Et on voit bien que si on l'analyse à l'aune de ce qui se passe également avec des rassemblements qui sont autorisés, sans être autorisés, et où finalement une réponse de l'État qui est une réponse faible, on voit que ça laisse la porte ouverte à des explosions de violence non maîtrisées. Et qu'on en arrive à Dijon à l'utilisation, la mise en avant du raid de la BAC, c'est juste très, très inquiétant.
Très inquiétant, et à signaler que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui se rendra aujourd'hui à Dijon, mais son secrétaire d'État, Laurent Nunez. Faut-il y voir un signe? Je ne sais pas. On va parler de nos soignants qui manifestent aujourd'hui. Vous les avez applaudis. Soutenez-les aussi aujourd'hui. On en revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, ce sont les soignants qui sont dans la rue aujourd'hui. Après 3 mois de crise sanitaire, ils vont rappeler au gouvernement les promesses qui ont été faites, demander des choses un peu plus concrètes. Et ça arrive évidemment au milieu de ce Ségur de la santé dont le professeur Grimaldi hier et le docteur Marty nous ont dit tout le mal qu'ils pensaient de ce Ségur qui va apporter quoi finalement, puisque on a eu ce débat hier, le diagnostic est fait, le remède est connu, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on attend pour soutenir les soignants, et surtout, est-ce que vous pensez, vous, que le gouvernement va tenir ses promesses, Éric Verhaeghe? Moi, je pense que le diagnostic n'a pas été complètement fait, parce que en réalité, il y a 2 écoles. Il y a celle du professeur Grimaldi, qui est très soutenue par l'industrie du sucre, rappelons-le, puisque c'est quand même le cas d'un diabétologue qui est financé par l'industrie du sucre et qui donne des leçons de service public. Car on se dit, mais c'est quand même bizarre, cette doctrine qui dit la logique, c'est on met plus d'argent, plus d'impôts et tout va bien. Il ne demande pas plus d'argent, il demande une meilleure organisation. Il parle, vous êtes perfide dans ce que vous dites. Je suis totalement perfide et assumé dans ma perfidie. Mais il demande une autre organisation. On ne peut pas tolérer que s'il y a une épidémie. C'est celle qui consiste à dire une intelligence unique ne peut pas organiser 900 000 personnes, parce qu'il y a aujourd'hui 900 000 fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Une intelligence ne peut pas gérer 900 000 personnes de façon efficace. Donc ce qu'il faut, c'est privatiser l'ensemble de notre système de santé, parce que c'est l'organisation de terrain, c'est la liberté d'organisation depuis le peuple, si vous voulez, qui fonctionnera, et pas l'intelligence verticale. Et on sait que ça, c'est un casus belli pour tous ceux qui profitent, et c'est le cas des médecins qu'on voit dans les médias, qui profitent du laxisme de la sécurité sociale et du laxisme du ministère de la Santé pour faire tout et n'importe quoi, pour faire régner la pluie et le beau temps et pour gaspiller les fonds publics. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, ce système-là de laxisme s'arrête. Et il faut qu'on mette en place un système qui soit tourné non pas vers la satisfaction des médecins ou de l'ego de quelques médecins, mais vers le soin prodigué aux patients. Et ça passe massivement. Regardez, aux Pays-Bas, par exemple, aux Pays-Bas, les femmes accouchent à la maison à 80%. C'est évidemment un système qu'il est impossible de mettre en place avec la doctrine des Grimaldi, qui consiste à dire tout doit se faire à l'hôpital, et plus les gens vont à l'hôpital, plus on est heureux. Oui, mais c'est une doctrine de la maladie, et nous avons besoin d'une doctrine de la santé. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Mais j'entends ce que vous dites. Ce qu'on voit, c'est la désorganisation. C'est la désorganisation de l'hôpital. C'est que quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas. Il y a quelqu'un dans le téléphone. Vous n'avez pas de lit. Il n'y a plus de lit. S'il y a une épidémie de bronchiolite, vous ne trouverez pas de place pour votre enfant. Que le SAMU passe son temps à passer des coups de fil. Mais c'est pas factuellement faux. Moi, j'ai emmené ma fille aux urgences il y a 15 jours. J'ai été traité dans le quart d'heure. Il y avait plus de soignants que de malades. Et donc, il y a une doctrine sur on manque de lits. On a eu 7500 pendant l'épidémie de coronavirus. On est parvenu à convertir 10 000 lits en 3 semaines en lits de réanimation. C'est bien ce que dénoncent ces médecins. Mais c'est bien ce que nous avons eu 7500 malades. En temps normal, nous avons 5000 lits de réanimation. Nous avons eu 7500 malades. Donc, en réalité, nous n'avons pas eu de problème de capacité. Nous n'avons occupé que la moitié des capacités de réanimation. À quel prix, Éric? Il n'y a pas eu les gens qui ont fait des AVC, les soins de cancer, tout a été arrêté. On a réquisitionné dans les services de neurologie. Mais si, ils avaient le droit de sortir. Alors, allez-y, Jean-Luc. Moi-même qui me fait soigner pour un cancer, rien ne s'est arrêté, je m'excuse. Et Éric, on ne peut pas entendre ça, excuse-moi. Les professionnels de la santé dans l'hôpital, je l'ai bien entendu, et moi je ne suis pas d'accord, ont fait en quelques semaines
ce qu'on ne croyait pas pouvoir faire parce qu'il y avait un tel retard à l'allumage qu'ils ont réagi. C'est d'ailleurs parce qu'on les a laissés s'organiser. Mais parce qu'on les a laissés s'organiser, parce que on les a donné ARS, le pouvoir au terrain. Bien sûr. Exactement, très bien. Et c'est pas donner le pouvoir au privé ou au public, c'est donner le pouvoir au terrain, aux médecins. Mais le terrain, aux c'est qui? C'est les aides-soignants, médecins, c'est les chefs de service, c'est les médecins, oui, c'est tout le monde. Oui. C'est tout le monde, bien sûr, c'est la coordination de tout ça. Il faut tuer la bureaucratie sanitaire. Eh ben, vous êtes d'accord avec le professeur Grimaldi? La bureaucratie, c'est pas privatisé. C'est pas privatisé, tuer la bureaucratie. Mais on n'y arrivera pas autrement qu'avec une privatisation. Mais on ne peut pas privatiser en permanence. À un moment donné, on a un service public. Je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que cet hôpital public, c'est la casse absolue. C'est la casse absolue. Qu'il y a un gabegie dans certains établissements, je ne le nie pas. Mais il y a quand même des soignants, des milliers de soignants aujourd'hui qui vont défiler à la rue, qui défilent depuis 1 an. Je ne crois pas qu'il y ait une espèce de cooptation souterraine pour essayer de profiteurs dans ce cas-là. Je pense qu'il y a un vrai public. Et que... Chez les médecins, si. Ça ne marche pas par cooptation. Bon, en tout cas, moi, je parle d'hôpital public. Je crois aujourd'hui qu'il y a un vrai... Dans l'hôpital public, les médecins font de la cooptation. Fait quand même mal. Donc, on ne peut pas dire quand même que la crise du Covid a laissé finalement l'hôpital. On a montré que c'était simplement une organisation. C'est plus compliqué que ça, me semble-t-il. Alors, Alexia, pour toute personne qui a vécu à l'étranger, ce qui est mon cas, on sait aussi apprécier à sa juste valeur le système de soins que nous avons, même s'il est tout à fait perfectible. Moi, ce que je trouve quand même intéressant aujourd'hui dans le mot d'ordre qui est donné par cette manifestation unitaire, finalement, parce que c'est la première manifestation unitaire post-crise sanitaire que l'on ait, quand on le compare par rapport aux objectifs du Ségur, même s'il est très contesté, c'est quand même toujours intéressant de voir les fondamentaux. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un pan entier qui n'est pas abordé par la revendication aujourd'hui. C'est justement tout ce qui touche à la gouvernance pour l'amélioration du système. C'est-à-dire que vous avez une première revendication qui est le bloc revalorisation des salaires, plan de formation et de recrutement. Ça correspond au pilier 1 finalement du Ségur, qui est tout ce qui est transformation des métiers et revalorisation de ceux qui soignent. Après, vous avez un autre bloc de revendications qui est tout ce qui est le déblocage des budgets et l'arrêt des fermetures de lits. Eh bien, ça correspond en fait au pilier 2. Et le pilier 2, c'est définir une nouvelle politique d'investissement, financement et de financement. Et puis, vous avez la dernière revendication qui est la réponse aux déserts médicaux. Ça touche vraiment le quotidien de nos concitoyens. Et ça correspond au pilier 4. Le pilier 4, c'est fédérer en langage plus techno. Ça donne quoi? Ça donne fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. Très bien. Et puis le pilier 3, qui était à mon avis vraiment la partie qui était la plus intéressante, parce que c'était celle où on tirait finalement les conséquences de ce que nous avions vu pendant la crise du Covid, c'était la simplification de l'organisation et puis une meilleure efficacité. C'est comme en matière de dépenses publiques. La question, c'est pas de mettre plus d'argent, c'est peut-être de le rendre plus efficace. Mais ça, c'est un débat qui est beaucoup plus délicat à mener parce que ça veut dire rentrer dans l'intimité finalement de l'organisation de l'hôpital public et de la santé également, de la médecine privée, parce que là, on se focalise beaucoup sur l'hôpital public, mais la question qu'on a aussi à gérer, c'est la répartition et de quelle façon on intègre la médecine générale privée, qui a été quand même bien mise de côté au début de la crise Covid. Pas qu'au début. Absolument. Quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Il y a eu après une collaboration qui s'est mise en place, mais qui a été effectivement extrêmement lente à se mettre en place. Mais ce que réclament les soignants aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue, c'est une revalorisation des salaires, c'est des formations, mais alors vous avez fustigé le professeur Grimaldi. Moi, j'ai retenu une chose de son intervention, c'est qu'il défend la rémunération des infirmières en disant on est au 28e rang de l'OCDE pour la rémunération de nos infirmières. Mais donc, pourquoi on ne peut pas les augmenter aujourd'hui? Parce qu'on oublie de dire que chaque fois qu'on augmente les moyens des hôpitaux, ce qui est le cas chaque année on augmente les moyens des hôpitaux. Non, c'est pas vrai, mais enfin, c'est pas grave. Mais si,
Mais non, il y a eu des baisses régulières. Enfin, Eric, c'est marqué partout. Une augmentation annuelle. Mais non. Chaque fois qu'on augmente les moyens, ils sont absorbés par des recrutements d'administratifs qui sont chargés de mettre des petites croix dans des cases et des tableaux Excel. Qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la suradministration des hôpitaux publics. Si on supprimait cette suradministration, il n'y aurait aucun problème de moyens. La question, c'est pourquoi aujourd'hui on suradministre nos hôpitaux. On les suradministre pour faire des reportings permanents auprès du ministère de la Santé. Une entreprise, elle ne fait pas ça. Une entreprise, elle concentre ses moyens sur la production et elle sacrifie la suradministration. Aujourd'hui, on fait tout le contraire dans les hôpitaux publics. On recrute des tas de gens pour que l'ARS soit informée, pour que le ministère soit informé de ce qui se passe, pour facturer des actes de soins de façon interminable. Tout ça est absurde, mais tout ça a été inventé par la bureaucratie. Et ce qui tue l'hôpital public, c'est la bureaucratie. Et le seul fait qu'on pense qu'une négociation verticale depuis Ségur va régler le problème, eh bien la preuve qu'on ne va pas changer de logique, parce qu'en réalité, on va soigner le mal par le mal, on va rajouter une couche bureaucratique sur quelque chose qui étouffe déjà le système. Donc ce qu'il faut, c'est déconcentrer, délocaliser, en ajoutant un point, c'est que par exemple, entre Angoulême et Poitiers, il y a une petite ville qui s'appelle Ruffec, qui a un hôpital. Moi, j'irai jamais me faire soigner à l'hôpital du Ruffec parce que j'ai pas confiance. C'est trop petit. Et il faut accepter qu'il y a des hôpitaux dangereux. Il faut accepter de les fermer. Mais ça, on est d'accord. C'est dramatique alors. C'est dramatique pour la France périphérique, pour les gens qui sont dans les territoires, la Creuse. À un moment donné, l'État doit aussi pouvoir remettre un certain équilibre sur ce territoire-là. Mais la réalité, c'est qu'on est passé de la Startup Nation avec le Covid à l'hôpital de campagne. On a vu Emmanuel déjà se faire soigner à Bordeaux. Oui, parce que tu peux le faire. Tu peux le faire. Alexia Germont, vous pensez que les soignants peuvent être entendus ? Je pense que de toute façon, il faudra absolument donner une réponse. Elle ne sera certainement pas suffisante parce qu'aujourd'hui, en plus, on a quand même un problème de moyens. Je crois quand même que... Je crois quand même que ce qui est dommage, c'est que la consultation qui est censée être organisée aussi à travers le Ségur de la société civile, pas que des corps intermédiaires, mais directement, d'ailleurs c'est en ligne, on n'en entend pas beaucoup parler et je trouve que c'est dommage que l'on n'ait pas une plus grande implication finalement de la société civile professionnelle. Absolument. Et voilà, on est obligé d'arrêter là, mais merci à tous les quatre et puis allez soutenir les soignants, allez manifester avec eux, vous qui avez applaudi. Merci à tous les quatre, merci à vous d'être fidèles à Sud Radio et dans un instant c'est André Berkoff qui sera avec vous et qui va revenir sur le sujet, j'en suis certaine. Très bonne journée.